Gracias.
recevons le président de la République, s'il vous plaît. Voilà, comme vous l'avez suivi, avant l'arrivée du président de la République, j'avais présenté des excuses pour ce retard, mais à présent, il vient de nous donner plus en explication. Le président de la République présente à donner ses excuses pour ce retard, qui est dû au fait qu'il y a eu des audiences, entre autres audiences pendant lesquelles il devait recevoir les familles des victimes assassinées dans le drame de Kamwana Sampo, et ça a pris plus de temps. On présente excuses pour ce retard. Bienvenue à Kinshasa. On va commencer notre activité. C'était pour détendre l'atmosphère et qu'on puisse commencer dans une ambiance plutôt joviale. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Ministre, Excellence, Monsieur les Ambassadeurs, distingués invités en vos rangs et qualités. Bonjour et bienvenue dans cette salle Bookman de l'hôtel Doha Intercontinental de Washington DC. Vous avez l'habitude de venir à Kinshasa rencontrer les autorités pour les projets qui vous concernent. Mais cette fois-ci, le président de la République, se rendant à Washington dans le cadre d'une visite de travail, a souhaité rencontrer les investisseurs américains et opérateurs économiques américains pour qu'ils s'adressent à vous et qu'ils vous présentent la RDC. Pour cette mission, il est venu avec l'ANAPI qui se chargera de vous présenter la RDC, le climat des affaires et vous inciter à venir investir davantage dans notre pays. Le programme tel qu'il va se dérouler, à l'issue de ce mot introductif, je passerai la parole au directeur général de l'ANAPI, M. Anthony, qui nous en tiendra du climat des affaires et de la promotion de l'industrie. Sa présentation sera suivie des partages d'expérience de nos compatriotes qui sont également dans le secteur minier. Nous pourrons prendre une ou deux questions. À l'issue de cette séance de partage d'expérience, notre collègue de la présidence, l'ambassadeur itinérant Nico Kazadi, ramassera l'essentiel ou résumera le propos des uns et des autres. Et enfin, le chef de l'État donnera un mot pour justement vous inviter davantage à venir au Congo. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Anthony qui nous parlera, nous présentera la RDC, c'est le DG de l'ANAPI. Merci. Merci Clément. Avec mon différence, si vous permettez que je puisse faire la présentation du mot. Merci. Est-ce que je peux avoir un peu plus de micro? C'est bon. Excellence, avec votre permission, je voudrais, avant de commencer, peut-être pas que je vais briser le protocole, mais je pense que si vous êtes là, il y a un mélange. On peut être à Kinshasa, on peut être à Domachi, on peut être à Tati, on peut être à Domachi. Donc je pense que ce n'était pas à la suite. Je crois que nous sommes ici en RDC. Est-ce qu'on peut applaudir pour la RDC quand même? Je voudrais simplement, avec votre permission, qu'on puisse juste tourner un peu la lumière, quelqu'un juste un peu, avec votre permission, je pense, poursuivre cette...
largest rainforest in the world. You will travel from north to south, from east to west, where livestock and herbal land created perfect balance. A Garden of Eden will offer you a rare and diverse wildlife. World's capital of cobalt, this land blessed with minerals, precious stones, hydrocarbons has so much to offer to the world. Strategically located at the crossroad of 9 countries, the DRC is a key player in the region. With increasing access to technology, financial and mobile services, Congo is open to global markets like never before. The population, young, dynamic and creative, will sharply with its talents and originality. Today, at the dawn of the first peaceful political transition in our history, we invite you to discover and invest in this country, the size of the continent. Because we have so much to offer, together, let's build the DRC. J'allais dire que ma présentation est finie avec ce spot, parce qu'en fait, tous ceux qui ont l'âme congolaise, tous ceux qui ont le sang congolais, et tous ceux qui veulent venir en RDC, avec ce qui se passe ici, se disent pourquoi je ne viendrai pas. L'une des raisons pour lesquelles je vous demande de venir, c'est parce que dans ce stade qui est en fait, nous sommes au cœur de l'Afrique où toutes les choses peuvent sortir. Nous avons Inga qui est là, nous avons de l'eau que nous pouvons donner, le diamant, le cobalt, le coltan et l'or, qui peuvent partir de la RDC et dans toutes les parties de l'Afrique. 9 pays limitrophes, je n'en connais pas beaucoup dans le monde, peut-être la Chine. 250 000 millions de consommateurs avec les 9 pays limitrophes. 2 345 000 km², c'est la superficie. 80 millions d'habitants que nous avons. Nous avons une pluviométrie qui nous donne une agriculture qui est nulle part ailleurs, peut-être comme le Brésil. Mais les raisons d'investir dans notre pays, c'est que nous sommes au centre de toute l'Afrique qui peut donner un certain nombre de choses. Qu'est-ce que nous avons en termes de priorité dans les différents secteurs sur lesquels nous devons partir? La politique est celle-ci. 3 éléments qui sont notre politique. Premièrement, une diversification de l'économie à travers un développement de la production, à travers un développement qui doit avoir une valeur ajoutée, et une valeur ajoutée qui doit être responsable et qui doit être durable. Deuxième élément, c'est que nous devons mobiliser les capitaux et accéder au marché des capitaux. Troisième élément, c'est que nous devons avoir une transparence dans la gestion des ressources extractives. Ce sont les différents 3 points sur lesquels nous sommes en train de baser la promotion de la stratégie sur l'investissement. Et les différents secteurs sont en top de top. Son Excellence, Monsieur le Président de la République l'a mentionné dans la première réunion avec l'énergie en disant énergie, premier élément. Ensuite, nous avons l'agriculture et l'agro-industrie. On ne sait pas faire de l'agro-industrie sans électricité. On ne sait pas faire des infrastructures sans électricité. On ne sait pas aller dans les miniers et on ne sait pas aller dans l'hydrocarbure sans électricité. On ne peut pas industrialiser sans électricité. Et bien sûr, on ne peut pas avoir l'immobilier, le social, mais aussi le tourisme sans électricité. Donc, premièrement, l'électricité et tous les différents éléments constituent la priorité. Qu'avons-nous ? En termes d'information et communication, ICT comme on dit en anglais, et nouvelles techniques d'information. Un secteur important
Un secteur qui offre pour nous, en RDC, une sorte de caution pour une amélioration sur le climat des affaires. Et sur cette question, nous avons l'axe de la stratégie dans ce secteur, qui est sur les 6 points. Premièrement, établir ce qu'on appelle une sorte de digital trust, bâtir cette confiance-là. Ensuite, le renforcement du capital humain. Les ressources humaines devraient normalement être connectées à cette question de digitalisation. Développer la production sur la fourniture des différents produits et arriver à développer et diversifier les produits dans le secteur de la digitalisation. Qu'est-ce que nous avons en termes de potentiel qui peut offrir aux investisseurs que vous êtes, pas seulement les liés. Nous avons ici le taux de pénétration en 2018 de ce qu'on appelle le voice, 44,5%. Le taux de pénétration de l'Internet, 16,21%. Et qu'est-ce que nous avons en termes de mobile money? Nous avons 12%, simplement. Qu'est-ce que ça n'offre pas en termes de potentialité? Et nous avons ici le déploiement de la fibre optique, qui aujourd'hui a déjà pratiquement fait ses effets, mais on est en train de les améliorer avec le secteur de la télécommunication. Qu'est-ce que nous avons encore en termes de quelques projets en termes de ICT? Nous avons la construction de cette infrastructure qui est très importante. Nous avons la digitalisation de l'administration publique qui a quasi déjà commencé. On a un projet qu'on est en train de mettre en place pour avoir une circonscription foncière déjà digitalisée. L'implémentation de certains télécentres au niveau de la Direction Générale des Impôts. Nous avons déjà ce qu'on appelle les e-déclarations. Nous sommes au 3e mois où on est en train de l'essayer. Nous avons déjà au niveau du guichet unique de création d'entreprise un projet qui est en train de se mettre en place. Probablement que l'année prochaine, on pourra commencer à créer des entreprises électroniquement. Et nous devons arriver, et ça c'est un gros projet, à avoir un serveur Google au niveau de la RDC. C'est là quelques projets. Les opportunités existent aussi dans le secteur agricole. J'en parlais tout à l'heure. 80 millions d'hectares de terres arables. Nous sommes 80 millions d'habitants, quasiment. Ça veut dire que chaque Congolais peut gérer un hectare. Si simplement nous allons dans ça, aujourd'hui on peut développer le pays simplement avec l'agriculture. Mais nous avons 4 millions d'hectares de terres arables, pour lesquels seulement 10% sont exploités. Ça veut dire qu'avec les fonds que les miniers peuvent lever aujourd'hui, on peut aller dans le secteur agricole. Et le potentiel en termes halieutiques, on a 700 000 tonnes de poissons qui sont exploités par an. Nous sommes le pays dans lequel le poisson meurt de vieillesse. Quelqu'un m'a dit, le poisson est en train de crier en disant « venez et mangez-moi ». Et nous avons ce problème en RDC. Quelles sont les opportunités pour ça? On peut développer beaucoup de nourriture. Et regardez ce que nous avons en termes de, j'allais dire de climat. Saison sèche, saison de pluie. Je ne sais pas s'il est le cas, mais on peut jeter juste un seul grain d'haricot sur le ciment dans notre pays et il va pousser. C'est ça que nous avons dans notre pays. Simplement avec ces 2 saisons. En une année, on ne peut pas manquer de quoi manger dans notre pays, avec ces 2 saisons qui nous donnent un certain nombre d'éléments. Et voici les différentes saisons. La saison tropicale qui est pratiquement au nord et quasi au centre et qui nous donne le type de saison A, saison B. Qu'est-ce que nous avons en termes de possibilités de développer? Et là, ce sont des spéculations dans les différentes provinces. Au Congo central, on peut développer facilement le manioc, maïs, le riz, on peut aller facilement le plantain. Et la zone rouge, c'est là où c'est favorable au développement. Et là, on peut l'avoir dans toutes les provinces. Et ce tableau qui suit nous montre aussi que nous pouvons développer le quinquina au nord Kivu et au sud Kivu. On peut développer le café et le tabac au Bas-Congo, au Bandundu, à l'Équateur, les 2 Kasaï, province orientale. Ça veut dire que dans toutes les régions, dans toutes les provinces, il est possible de faire de l'agriculture et cela sera une opportunité. Quelle est la stratégie? C'est que nous puissions mettre ensemble des privés ensemble. On a besoin de la main-d'œuvre. Que dis-je? On a besoin de la technologie, du transfert de technologie. On a besoin d'avoir un transfert de technologie qui vient des différents pays et notamment des investisseurs américains. Qu'est-ce que nous avons au niveau de l'agriculture? Il nous faut développer l'agro-industrie. 80% de ce qui est consommé en RDC est importé. 80%. Et l'essentiel qui est importé, c'est le maïs, c'est le riz, c'est le blé. Tout ce qui est importé en termes de blé, 80%. Et ça, c'est une opportunité pour nous permettre d'aller au niveau de l'agro-industrie. Qu'est-ce que nous avons dans d'autres secteurs? Nous avons encore ces projets pour l'agro-industrie. Nous pouvons développer de la nourriture pour les bébés. Nous pouvons développer, un certain nombre de choses. L'huile de palme, nous pouvons le développer dans notre pays. Nous pouvons développer la torréfaction, on peut le faire dans notre pays. Pourquoi on ne le fait pas? Et nous invitons les investisseurs qui sont là. Ne serait-ce qu'avec
cette portion pour pouvoir développer ces différents éléments. On peut faire du chocolat, je suis friand des chocolats, donc on peut faire du chocolat dans notre pays, avec le café que nous avons. Et comment? Et le cacao, n'est-ce pas? On a le meilleur cacao d'ailleurs. Et on me dit que dans... Enfin, je ne vais pas le citer ici. Électricité, secteur de l'électricité. Il a été dit, et il est dit, avant même que je ne naisse, je crois, Inga peut donner 44 000 mégawatts et notre pays donne 100 000 mégawatts. Depuis lors, on est toujours dans ce potentiel. Et mais j'en parle, c'est 100 000 mégawatts. 44 000 mégawatts simplement pour Inga. Mais il m'a été dit au niveau de la SNEL qu'au-delà de l'hydro, parce que Inga c'est l'hydro, avec le solaire, nous avons 70 000 autres mégawatts qui peuvent être produits. Dans notre pays, nous avons 170 000 mégawatts qui peuvent être produits pour toute l'Afrique et même au-delà de l'Afrique. Je ne parle pas de l'énergie qui viendrait du charbon, je ne parle pas de l'énergie qui viendrait de la géothermie, je ne parle pas de l'énergie qui viendrait du bois. Simplement, ces deux nous donnent une possibilité de développer notre pays. Et regardez ce qui se passe. C'est que nous avons les trois réseaux, ouest au niveau du Congo central Kinshasa, sud au niveau du Grand Katanga, et l'est pratiquement le barrage de Ruzizi qui nous donne cette capacité. Mais dans tout le cours d'eau, à partir du sud, lorsque nous montons, nous avons 780 sites qui peuvent être des micro-barrages, qui peuvent être développés et donc donner de l'opportunité pour la mécanisation de l'industrie. Qu'est-ce que nous avons encore au niveau de ce secteur de l'électricité? Quand vous voyez à partir d'Inga, on va jusqu'en Égypte, on descend jusqu'en Afrique du Sud, et c'est 5180 km qui peuvent être faits entre la RDC et l'Égypte. L'opportunité pour développer même d'autres pays. Un projet existe en Guinée pour la bauxite, ils ont besoin de l'énergie qui vient de Inga. Ils ont besoin de cette énergie. Qu'est-ce que nous avons encore en termes d'électricité? Grand Inga, qui est le projet le plus phare, et nous voulons développer le projet de Inga 3, qui nous demande 12 milliards, et pour lequel on est en train de demander à ce que les gens entrent dans la participation. Qu'est-ce que nous attendons des investisseurs? Participation au grand développement, participation au capital, et la participation au capital, c'est 3 milliards simplement aujourd'hui. Les chiffres ont certainement été évolués, mais c'est ça qui existe depuis un certain temps. Secteur minier, je ne vais pas m'apaisantir là-dessus. Tout à l'heure, je vais avoir M. Guy Robert Okama et M. John Kaluni qui vont essayer de développer parce qu'ils sont dans le terrain. L'article 2 du nouveau code minier nous dit exactement ceci, que ces substances minérales, nous pouvons... comment je peux l'expliquer? La particularité, c'est qu'avec le code minier, il y a des activités qui ont été soustraites dans l'ancien code et qui sont entrées dans le code des investissements pour permettre un développement de la classe moyenne, pour permettre à ce que certaines personnes se disent « je peux venir au niveau du code des investissements pour être un sous-traitant au niveau du code minier ». Je vais laisser tout à l'heure les gens qui vont être développés. Mais qu'est-ce que nous avons dans le code minier? Tout ce qu'il y a dans le tableau de Mendeleïev, nous l'avons en RDC. Cobalt, or, diamant, uranium, tout ce que vous êtes en train de rechercher sur ce tableau, nous l'avons dans notre pays. Secteur de l'hydrocarbure, qu'est-ce que nous ne développons pas? 6% au niveau des réserves mondiales en termes de pétrole. 800 000 km² qui sont couverts par les 32 blocs, qui ne sont pas encore alloués. 5 blocs et un seul est en exploitation aujourd'hui. Et nous avons la particularité d'avoir, pour le Tamanik à 11 blocs, pour le Kivu, nous avons l'exploration de gaz métal, lac Mouero et lac Upemba. Et ça, ce sont des opportunités qui existent dans le secteur de l'hydrocarbure. Qu'est-ce que nous avons encore? Le partage aujourd'hui. Une salinité qui approche 4%. Et le gaz métal aujourd'hui, qui est pratiquement au niveau du sud Kivu, qui aujourd'hui nous permet de pouvoir avoir un potentiel qui est tellement élevé. Dans le secteur de l'hydrocarbure, nous avons ces opportunités. Prospection et exploration. Exploration du gaz métal. Construction de certains pipelines. Le stockage et même le transport par les pipelines. Et ça attend des investisseurs. Et la loi 2015 sur l'hydrocarbure nous donne quelques opportunités et nous donne des meilleures opportunités sur la question. Secteur des assurances, qui était annoncé et connu depuis un certain temps. Et je suis heureux ici de vous dire que ce n'est plus simplement un slogan. Nous avons des entreprises qui ont été validées par l'autorité de régulation. 3, dont Activa Insurance, Finance Company Insurance, donc la SFA, Raosur SA, Raosur Life. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire que ces entreprises ont été
validées et elles peuvent déjà commencer à travailler. Et nous avons les courtiers qui sont là. AIB qui est là, nous avons Grâce à Voix qui a commencé déjà à travailler. Donc le secteur des assurances est bel et bien libéralisé et nous disons à la plupart des personnes qui sont ici, à partir du moment où elles remplissent les conditions, elles peuvent rester et prester dans ce secteur-là. Secteur des infrastructures. Je disais avec des gens hier, le secteur le plus important c'est la distribution dans notre pays. Il nous suffit de pouvoir régler tout le pays et on va faire de l'argent de manière, je vais dire, folle. Excellence, permettez-moi l'expression. De manière folle. Il suffit simplement d'être dans la distribution. Mais pour cette distribution, nous devons avoir des routes qui soient reliées. Kinshasa pour aller vers la province orientale, Kinshasa pour aller vers la Chuapa, Kinshasa pour aller vers l'Équateur, Kinshasa pour aller dans les deux Kassai, Kinshasa pour aller au Tamanika, Kinshasa. Il nous suffit d'être reliés et cela est possible. Qu'est-ce que nous avons pour le réseau routier? 145 000 km. Le réseau de chemin de fer, 5 033 km. Le réseau aéroportuaire, nous avons 270 aéroports qui attendent une réhabilitation. Et ça, c'est possible dans notre pays. Au-delà de ces opportunités, il y a ce qu'on appelle le cadre d'investissement. S'il y a des opportunités, des potentialités, il y a ce que la RDC offre. Elle offre aussi un cadre d'investissement. Il n'y a pas que le code des investissements. Nous avons la loi agricole, le code des assurances, le code minier, la constitution, et nous avons la loi sur les zones économiques spéciales, nous avons la loi sur le partenariat public-privé, et une loi stratégique sur le partenariat avec l'État congolais sur la chaîne de valeur, et bien sûr la loi sur la libéralisation. Quels sont les avantages que ces lois donnent? Je voudrais simplement vous dire que vous laisserez vos cartes de visite sur la table, parce que nous allons nous charger de vous envoyer ces présentations. Le code des investissements nous donne des exonérations tant fiscales que parafiscales. Cela dépend du lieu où vous installez votre projet. Nous avons une exonération à l'impôt sur les bénéfices et profits qui peut aller de 3 à 5 ans. Nous avons des exonérations qui peuvent être par rapport à l'exonération des droits d'entrée, des équipements qui entrent dans le cadre de votre projet. Et aujourd'hui, la TVA aussi sur ces équipements est accordée aux entreprises qui viennent investir dans les investissements de création. Nous avons la loi agricole qui donne des exemptions autant sur l'hyper aussi, un hyper préférentiel. Nous avons aussi des droits de douane qui sont accordés en termes d'exonération. La loi sur l'électricité qui est aujourd'hui libéralisée. Et je peux vous dire qu'il y a des entreprises qui sont en train de travailler ici dans notre pays, des Congolais, dont Kipai, Eric Monga n'est pas là, nous avons Great Lake avec M. Yves Kakongo qui est là, et nous avons Demo Power avec M. John Kanuni qui prouve que la loi sur l'électricité ayant été libéralisée, des privés peuvent investir là-dessus. Qu'est-ce que nous avons en termes d'exonération? Nous avons la loi sur le partenariat public-privé. En 2017 et en 2018, lorsque je voyageais dans certains autres pays, on me posait une question. Est-ce que vous accordez la garantie souveraine? J'étais un peu mal à l'aise, mais jusqu'à ce qu'on arrive au 9 juillet 2018, la loi sur le PPP est arrivée. Et l'article 15 nous dit ceci. Je vais juste traduire en disant, à partir du moment où vous avez un contrat avec l'État congolais, peu importe que l'on change les gouvernants, les droits et les avantages qui étaient les vôtres sont maintenus. C'est quelque chose qui n'existait pas. C'est vrai, les discussions que j'ai avec Nicolas, c'est différent avec la garantie souveraine que les gens montrent. Mais c'est une stabilité aujourd'hui qui donne un certain avantage aux investisseurs en disant on peut donc investir dans ce pays parce qu'il y a une loi qui protège les droits des investisseurs. Qu'est-ce que nous avons? La durée de cette loi, c'est pratiquement aujourd'hui par rapport à la nature du projet et à la profitabilité du projet. Et nous avons des exonérations qui sont faites dans le cadre de l'avantage sur le coût des investissements. On peut arriver à 15% sur les 3 premières années. Nous avons encore une autre loi qui est le partenariat stratégique sur la chaîne de valeur. Celle-ci, et je parle aux financiers qui sont ici, couplée avec le coût des investissements. Vous avez une exonération de la TVA, pour lequel le taux est de 16%. Exonération à l'importation, exonération sur les services et exonération à la vente des produits. Si vous le couplez avec le coût des investissements pour lesquels notre taux est de 30%, si vous faites un calcul de l'ingénierie financière, vous avez un gain de trésorerie qui peut aller sur 4 ans. Donc si vous avez un prêt avec une banque, vous pouvez travailler très facilement avec cette loi. Et la RDC nous donne ceci. Mais il est important de préciser qu'on travaille sur les secteurs qui transforment les produits, qui créent de la valeur, et pour lesquels le coût d'investissement devrait être au minimum de 15 millions. Et au-delà de ces investissements, de ces avantages,
Dans toutes les provinces dans lesquelles vous irez, les gouvernants de province ont l'obligation de vous donner des tarifs préférentiels, tant à l'électricité qu'avec d'autres axes parafiscaux. Et vous avez des exonérations sur certains droits d'entrée. Qu'est-ce que nous avons encore? La loi sur l'électricité, suspension des droits de douane au niveau de l'entrée, suspension des droits de douane sur les éléments à l'importation, et l'exportation de l'énergie aujourd'hui est sujet à 1 seul % par rapport à d'autres produits. Il est important que je mentionne ce slide. Ce n'est pas un culte de personne que je suis en train de faire, mais j'ai aimé cette phrase. Son Excellence, le jour de l'investiture, est en train de dire: je ferai de la question du climat des affaires. La RDC doit être beaucoup plus attractive et beaucoup plus compétitive. En particulier, il faut ajuster les impôts pour que nous puissions avoir un développement durable. Une des questions que l'on pose en Doing Business, est-ce qu'il y a de l'appropriation politique sur la question de Doing Business ou sur la question du climat des affaires? Et là, nous avons ce commitment. Et là, nous avons cet engagement. Et je peux vous dire que partout où son Excellence est passé, dans les réunions auxquelles j'ai assisté, c'est un des éléments sur lesquels il a mentionné. Et parmi ces éléments, nous avons un outil qui vous permet de savoir qu'est-ce que vous devez faire. Une des choses que les investisseurs font lorsqu'ils arrivent dans le pays, que les politiques nous excusent. On ne va pas voir les politiques, on va voir les services, les administrations, pour poser les bonnes questions et avoir les bonnes informations. L'une des preuves, c'est que nous avons accordé les avantages au cours des investissements au projet Kipaï, qui est venu me voir en tant que directeur général de l'ANAPI, quelles sont les conditions et comment je dois soumettre le dossier. Au jour où je vous parle, il a déjà été accordé les avantages au cours des investissements. Leurs excellences, monsieur le ministre des Finances et le ministre du Plan, lui ont accordé par un arrêté interministériel, sans qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle en anglais des brailles. Mais il a eu juste la bonne information et il est allé droit au but. Que fait l'ANAPI? Promotion de l'image du pays, faire un plaidoyer sur l'amélioration du climat des affaires, promotion des opportunités et donner des informations pour permettre aux investisseurs de pouvoir avoir ce qu'on appelle une sorte de cartographie, soit de l'administration, soit des services, ou soit autre support qu'on peut avoir. Et nous accordons bien sûr les avantages au cours des investissements. Je voudrais que vous puissiez savoir une chose, c'est que la RDC doit être vue de manière différente. Le rêve que j'ai, c'est que lorsqu'un investisseur qui est en train de venir en souriant, il vienne transformer les matières premières et les ressources que nous avons. Et bien sûr, à la fin, nous avons ce qu'on appelle un partenariat gagnant-gagnant. Il aura de l'argent et derrière là, il va amener d'autres investisseurs. Mesdames et messieurs, nous voulons avoir un partenariat win-win. Je vous remercie. Tout à l'heure, j'avais dit qu'on se réunissait avec des investisseurs américains, mais il n'y a pas des investisseurs américains parmi nous. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui ont fait le voyage de Kinshasa pour venir accompagner le chef de l'État. Vous allez avoir l'occasion de partager les cartes de visite tout à l'heure. Ce sera une opportunité, comme l'a décrit tout à l'heure M. Anthony, le DG de l'ANAPI. Tous ces hommes d'affaires sont là pour comprendre, partager avec vous leur expérience et que vous, de votre côté, avec votre expérience, vos carnets d'adresse, vos accès au fonds, puissiez voir dans quelle mesure vous mettre ensemble et venir au Congo travailler ensemble. Je vais passer la parole à John Kanyoni. Là, nous allons commencer les partages d'expérience. On en a prévu deux. Il y a John Kanyoni et Guy Robert Lukama. John Kanyoni, tu peux te présenter, s'il te plaît. Je m'appelle John Kanyoni. Je suis vice-président de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo. Je suis opérateur dans le secteur minier. Je suis aussi opérateur dans le secteur de l'énergie. Excellence, avant peut-être que je puisse commencer à parler, je voudrais avec votre permission demander à tous les compatriotes qui nous ont accompagnés, qui sont partenaires, qui nous soutiennent. Je peux vous assurer que de plus en plus, il y a un nouvel élan qu'on a constaté en vous, soutenir l'entrepreneuriat local. Je voudrais demander à mes pères qui sont dans la salle qu'ils puissent se lever avec votre permission. Échantillon représentatif. Comme vous le savez, on a eu déjà une expérience avec vous il y a des semaines. Il y a un nouvel élan qui est là, un dynamisme qui est là pour voir un peu comment est-ce que nous, comme entrepreneurs, non seulement on va accompagner la politique que vous soutenez, mais qui va aussi inciter à ce que les autres qui ont décidé de venir chez nous aussi, de venir nous accompagner. Je voudrais avec votre présentation présenter trois femmes d'exception qui sont venues de Kinshasa et une qui vit aux États-Unis. Je demande
Madame Sylvie Maloukissa de se lever. Elle est dans le secteur des transformations, vous la connaissez, elle est en train de faire un travail remarquable. Madame Kirongozi, si vous pouvez vous lever aussi. Dans tout ce qui est robotique, c'est elle qui permet aussi à ce que notre circulation soit bien régulée dans notre pays, que ce soit à Goma, à Kinshasa et partout ailleurs. Je vais demander aussi à Mme Sandrine Mouvenga de se lever. Mme Sandrine Mouvenga est notre ambassadeur. C'est une fierté nationale. Elle porte notre drapeau le plus haut possible. C'est aussi une vraie fierté dans tout ce qui est un peu comme technologie de pointe et transformation. Alors je vais commencer par là. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, un pays d'entrepreneuriat, un pays qui est un peu comme far away dans tout ce qui est transformation. Je vais commencer par parler brièvement de notre potentiel. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Les lithium, aujourd'hui, va pratiquement, avec le programme, conduire la transformation de demain. C'est l'industrie automotive de demain. Et nous pensons que nous, en RDC, nous sommes les meilleurs ambassadeurs. Nous en profitons pour demander à ceux qui ont décidé, par exemple, d'investir dans le secteur de lithium, pour voir comment est-ce qu'on peut combiner tous ces efforts ensemble pour aller de l'avant. Je ne vais pas rentrer dans les statistiques parce qu'on ne veut pas abuser du temps qui nous a été réservé, mais je voudrais quand même vous donner quand même quelques statistiques. Les cuivres, nous sommes aujourd'hui les premiers producteurs de cuivre au niveau de notre continent. On a dépassé les seuils de 1 million de sacs, ce qui a été un record exceptionnel. Anthony a parlé du secteur de l'énergie où quelques amis, entre autres et moi, nous avions décidé d'investir. Nous pensons que quand nos projets vont être effectifs sur le terrain, on pourra exploser ce volume-là. Les cobaltes, on a fait 98 tonnes et une croissance de 33%, ce qui est aussi quelque chose d'exceptionnel. L'or, on a fait pratiquement plus de 28 tonnes, 28 000 tonnes. Nous pensons que dans les années qui viennent, si on va aller de l'avant, les diamants, pratiquement 15 000 carats. Et Fitch, l'année passée en 2018, a montré qu'on a fait une croissance record de 17%, ce qui est exceptionnel pour un secteur minier comme le nôtre. Nous sommes convaincus qu'on peut encore aller de l'avant avec les bonnes politiques, avec la politique d'Anthony qui attire davantage des investissements, avec les soutiens du leadership politique, on est convaincu qu'on est dans la très bonne chose. Ça, c'est l'un des éléments. Mais on parle beaucoup d'entrepreneurs congolais, mais je voudrais qu'on reste dans les contextes de la salle ici. Nous avons quelques, comme on dit en français, quelques success stories en anglais. Et je vais commencer par une entreprise qui s'appelle Kibali, qui est devenue Barrick aujourd'hui. Voilà un projet qui a commencé, comme on dit en anglais, Greenfield, et qui est devenu une mine de référence. Si aujourd'hui les groupes Barrick et les premiers groupes dans le secteur au monde de l'or, c'est aussi entre autres grâce à la RDC. Voilà une bonne expérience positive qu'on peut partager pour montrer que ceux qui ont pris les risques de venir chez nous, ceux qui ont commencé quand il n'y avait rien, quand il n'y avait pas de route, aujourd'hui, on crée non seulement une valeur ajoutée et on donne aussi une opportunité à ce qu'on appelle le local content, des Congolais aussi, de jouer un rôle déterminant. Il y en a dans la salle ici, on ne va pas peut-être rentrer dans tout le détail. C'est aussi une occasion aussi pour vous dire. Non seulement nous sommes un partenaire, mais nous avons ce qu'on appelle le capitaine d'industrie. Lui, Atum, qui est dans la salle avec qui au fond, et l'une des valeurs sûres de notre industrie, il a commencé le projet Kibali. Quand il n'y avait pas de route, ce projet est devenu aujourd'hui un projet de classe mondiale. Et c'est ce qu'il est en train de faire aussi avec nos amis d'Ivanoé. Je passe à Ivanoé. Aujourd'hui, Ivanoé a fait un travail remarquable. Une mine de recherche qui ont commencé, investissement à plus d'1,3 milliard. Ils pourront encore investir plus d'1,3 milliard et on va aller de l'avant. Enfin, je passe à Alpha Mine. Une mine qui est dans la province du Nord Kivu, dans les territoires de Walikale, dans la forêt. Cette mine-là va être probablement la première mine d'État dans le jour qui vient. Voilà des exemples concrets qui montrent que ceux qui ont pris le risque de venir chez nous peuvent faire quelque chose d'extraordinaire. Et enfin, Excellence, je ne veux pas, il me reste juste à peine une minute. Je voudrais juste dire que nous avons des entrepreneurs dans tout le secteur ici. Finances, services, banques, mines, énergie, qui sont déterminés à être des ambassadeurs, comme vous l'aviez demandé, des ambassadeurs de la RDC à l'extérieur. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de s'exprimer. Les investisseurs présents, les investisseurs à venir. Moi, j'aurais un objectif tout simple.
c'est comment mitiger la perception du risque. Parce qu'en définitive, si on vous réunit ici, c'est pour essayer de voir dans quelle mesure les investisseurs derrière les projets miniers, les gestionnaires de fonds sont attirés par le Congo. La présentation était éloquente, mais je voudrais partager mon expérience pour qu'ils aient cette attitude. Je suis congolais, je développe un projet refaire, je travaille dans le Argentine, j'ai racheté leur actif et j'ai passé 3 ans dur à chercher à convaincre les investisseurs de venir. Et le seul débat était sur la perception du risque. Pas sur le risque en tant que tel, mais sur la perception qu'on avait du risque. Et c'est quelque chose de très important. C'est qu'en définitive, le risque n'est pas plus grand. Le risque technique est le même partout. Et à la rigueur, il est même meilleur chez nous. Mais c'est la perception qu'on a pour pouvoir investir au Congo qui est souvent. Et là, Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup de toutes les initiatives et les propos que vous avez tenus jusqu'à ce jour. Vous avez permis de me permettre, moi, en février, de mettre en bourse un de mes projets. Ça m'a permis de pouvoir persuader un fonds basé à New York d'investir dans une société que nous avons mis en bourse en Australie. Parce que la perception du risque et le fait qu'on considère que le code banquier est stabilisé a permis à ce qu'on puisse commencer à le voir. Première chose. Deuxième chose, c'est que je voudrais qu'on comprenne aussi un point particulier. C'est que, oui, il y a un cadre légal, il est clair, il est défini, elle peut avoir ses maladies de jeunesse, des tracasseries, mais vous avez pris un engagement d'améliorer le profil. Et là, je voudrais qu'on puisse avoir l'opportunité devant tous les investisseurs qui sont potentiellement intéressés par le Congo, d'avoir ce commitment des officiels du Congo, qui dit, voilà, messieurs, nous avons un cadre qui est bien défini. Nous sommes prêts à vous accompagner si vous avez des problèmes particuliers, et le sentiment et la volonté qu'on veut, c'est que la prospérité soit partagée. Un point supplémentaire que je voudrais ajouter, je vous remercie des premiers mots, vous avez dit qu'on aura un dialogue permanent entre investisseurs locaux, investisseurs extérieurs, et tous ceux qui peuvent financer ces projets. Qu'on pourra avoir un dialogue de partenariat public-privé concret avec le niveau de la présidence, pour qu'à chaque fois, les interlocuteurs qui sont concernés puissent agir en faveur de ces projets. La pérennité des projets est la chose la plus importante. Et nous avons déjà expérimenté, tant au ministère des Finances que dans d'autres ministères, et même le ministère de l'Intérieur, parce que mon projet se trouve en Ituri, c'est une zone particulière. J'ai au moins l'opportunité de trouver un interlocuteur depuis un bon bout de temps pour pouvoir régler mes problèmes. Il demeure des défis. Les défis sont le défi énergétique. Le deuxième défi que je trouve, c'est le défi de partager la prospérité et la création d'un chaîne de valeur. Monsieur le Président, je crois qu'on ne doit plus rester à une production qui sort sans avoir de valeur ajoutée locale. Ça prendra du temps. Mais il faudra dès à présent, et c'est très intéressant de voir que votre visite aux États-Unis est basée sur l'énergie et pas sur les mines, je crois que vous avez trouvé le bon point, parce que le point de départ, c'est de vider le sujet sur le déficit énergétique pour qu'on n'ait plus un débat sur la transformation locale. C'est très très important, Monsieur le Président. Nous vous encourageons, moi personnellement, je vous encourage dans ce sens-là, parce qu'une fois qu'on a fait cela, on a réglé le problème. Et à la rigueur même, ça nous contribuera à mitiger la perception du risque. Il n'y a plus de problème d'insécurité, on a capacité d'avoir l'électricité, faisons le rail pour que ça sorte, faisons la route pour que ça sorte, mais au moins la création de valeur peut se faire. Ça permettra d'avoir un transfert de compétences. Ça permettra de faire la place moyenne. La place moyenne, ce n'est pas uniquement le sous-traitant, c'est que les employés puissent avoir leur salaire également sur des parties qui ont une création de valeur ajoutée. La chose que je voudrais juste ajouter, et je sais que ça vous tient beaucoup à cœur, c'est les enjeux environnementaux. C'est maintenant, avec l'énergie, avec les projets que nous faisons, qu'on commence maintenant l'après. Je crois que l'expérience américaine peut nous instruire. Je crois que les lois et les débats qui sont aux États-Unis et dans d'autres pays peuvent nous instruire. Nous pouvons dès à présent commencer à réfléchir ensemble pour que ce ne soit plus une contrainte subie, mais que ce soit une réflexion commune. On a eu à faire ça dans le code minier où en amont, les discussions étaient faites pour désamorcer les crises et les étonnements. Il faut que très rapidement nous puissions enclencher ces discussions. Le code minier est derrière nous. Nous avons une discussion sur l'énergie. Si cela se fait en tripartite, la société civile bénéficiaire de ce que nous faisons, les investisseurs, puisqu'ils ont besoin de leur income,
et l'État qui doit réguler. Si on commence en amont ces discussions, je crois qu'on aura des bénéfices très rapides et plus durables. Je vous remercie. Voilà. À Yves Kabongo pour 2 minutes. Excellence, Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir conviés à cette rencontre pour pouvoir parler aux investisseurs étrangers ainsi qu'aux investisseurs locaux. Mon nom c'est Yves Kabongo, je suis le directeur général de KBG Capital. KBG Capital, c'est un fonds d'investissement privé, le premier fonds d'investissement congolais. Je contrôle le fonds à 100% et c'est un fonds qui investit dans les mines, dans l'énergie, dans le pétrole, ainsi que dans la sous-traitance autour des mines. Alors, votre voyage de ce jour étant beaucoup plus consacré au secteur de l'énergie, j'ai le plaisir d'annoncer que KBG Capital est en train d'investir dans le plus grand projet industriel par le justement, pour que nous puissions nous conformer à votre vision qui est de promouvoir l'entrepreneuriat local. L'entrepreneuriat local, mesdames et messieurs, ce n'est pas une affirmation du nationalisme économique, c'est plutôt une affirmation de la confiance que nous avons en la vision de notre chef d'État et en la vision d'une RDC qui est prospère. Le projet Kinsuka, c'est un projet de 900 à 1200 MW. Jusqu'aujourd'hui, mon fonds d'investissement a investi dans tout ce qui est études de faisabilité et tout ce que l'industrie exige sur fonds propres, sans dette. Alors, nous allons commencer une autre démarche sur les études de faisabilité beaucoup plus longues qui vont prendre une année. Et dans l'entretemps, nous avons Power China, qui est le premier producteur d'énergie de la Chine, qui a signé avec nous pour pouvoir prendre la majorité in fine. Ceci, Monsieur le Président, c'est vraiment pour confirmer, comme le disaient mes collègues tout à l'heure, et John et Guy Robert, qu'il y a un entrepreneuriat congolais qui vous soutient à 100%. Cet entrepreneuriat est organisé autour de la FEC, il est organisé autour de Makutano, et nous vous accompagnons non seulement aujourd'hui, mais pour que vous puissiez atteindre non seulement vos objectifs, mais jeter les bases pour un développement réel. Nous voulons voir une RDC où, c'est vrai, les mines, ça contribue à la moitié de notre PIB, ça contribue au tiers de notre budget, mais nous voulons voir à ce que la transformation se fasse localement. Nous ne pouvons rien faire localement s'il n'y a pas d'énergie. Au-delà de Great Lake Energy, qui est la société contrôlée par le fonds d'investissement KBG Capital, vous avez également Tembo Power avec un projet de 70 MW qui est contrôlé par un Congolais, John Kanyoni pour ne pas le citer. Et vous avez également un deuxième projet dans le Katanga qui est contrôlé par Eric Monga, c'est 150 MW. Nous sommes disponibles, Monsieur le Président, à vous accompagner. Nous sommes disponibles à vous aider à accomplir votre vision. Et c'est en tant que compatriotes pour pouvoir démontrer aux autres que nous faisons confiance non seulement en notre pays, en notre développement, et aussi en notre potentiel. Je vous remercie et que Dieu bénisse le Congo. Le mot du président de la République. Merci Nico. Merci, Monsieur le Président, distingués participants. Je vais très rapidement ramasser les quelques messages que j'ai retenus de tout ce qui a été dit tout à l'heure. J'en retiens 3 principaux, aussi bien des propos de Anthony Kinzo que de ceux de Guy Robert et John qui ont suivi, et même Yves Kabongo. Le premier message, d'abord il faut noter que cette rencontre a une connotation très minière, mais pas seulement minière. Dans son propos, Anthony, c'est le premier message, c'est de dire qu'il ne faut pas se limiter aux mines. Les mines sont certes une grande opportunité pour le Congo, une énorme opportunité pour le Congo, mais ce serait une grave erreur de se limiter à cette opportunité. Et il a parfaitement eu raison de le dire, parce que comme vous le savez, c'est Léopold II qui disait « Le Congo a été créé à cause de ses mines, mais il subsistera grâce à son agriculture ». Nous avons une expérience qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que depuis 1911, où les mines ont commencé à être exploitées de manière industrielle, on catégorise 3 grandes phases. La première, de 1911 à 1966, c'est l'Union minière du Haut-Katanga. On a produit en 56 ans, en moyenne, 140 000 tonnes de cobalt par an, de cuivre par an, et 3 000 tonnes de cobalt.
La deuxième période, c'est la nationalisation, c'est la GECAMINE, 67 jusqu'à, mettons, 2001. On a produit en moyenne 325 000 tonnes de cuivre et 9 500 tonnes de cobalt. La troisième période, la dernière, c'est 2002, c'est la privatisation. On a produit en moyenne sur 17 ans 511 000 tonnes de cuivre et 48 000 tonnes de cobalt. Vous voyez l'intensité croissante dans la production de ces deux principaux minerais qui est en fort contraste avec la courbe de notre développement. C'est à croire que les mines ont été promoteurs du sous-développement. Et ça, c'est une interpellation pour nous tous. Donc, le premier message, c'est qu'il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé ou ce qui s'est mal passé et que l'on redéfinisse notre contrat pour l'avenir. Et je crois que tous les messages qui sont passés avant moi ont capté l'essentiel. On est dans un enjeu de transformation, de durabilité, de partenariat de long terme. Et les mines doivent cesser d'être un secteur pour lequel on vient vite exploiter, faire des profits et s'en aller. Et Anthony Kinzo a cité quelques secteurs en mettant l'énergie en premier, l'énergie qui a été reprise par les autres, même si pour les miniers, l'énergie c'est d'abord pour leurs propres activités minières, on le comprend très bien, mais il y a également le reste du développement. On a un déficit énorme, on est aujourd'hui le pays qui a le plus haut potentiel en termes de production d'énergie propre d'ailleurs, et le plus faible taux d'accès à l'énergie pour les populations, moins d'un tiers de la moyenne africaine, ce qui est absolument un scandale. Il a cité l'agriculture, qui est également la vocation naturelle de notre pays. Il a donné les chiffres, je ne reviens pas là-dessus. Il a cité les infrastructures, qui sont une condition pour que tout cela tienne. Nous avons une loi sur les PPP, nous avons un grand retard en termes d'infrastructures, dans toutes les infrastructures indispensables. Et donc, il est vrai que le grand message qu'on leur apporte d'abord à nos miniers, qui sont aujourd'hui le fer de lance du développement, c'est de regarder au-delà des mines. Parce que derrière les miniers ont eux-mêmes un besoin de diversification. Et le secteur financier qui accompagne les miniers pourrait aussi regarder au-delà du secteur minier. C'est le premier message. Le deuxième message, qui a été repris par Anthony et un petit peu on a repris par les partenaires du secteur privé, c'est que le pays est résolument engagé dans des actions qui vont dans le sens d'améliorer les conditions pour permettre cette exploitation. La première erreur à ne pas commettre, c'est de mépriser les efforts qui sont faits, et de mépriser l'administration en dépit des difficultés que nous connaissons et que tout le monde reconnaît. Il a également insisté sur l'engagement politique. Nous savons tous que l'engagement politique est la clé sans laquelle on n'avance pas. Et nous sommes heureux de constater depuis les quelques semaines où nous nous côtoyons que la confiance est réelle et établie sur le fait que l'engagement politique au plus haut niveau, en ce qui concerne le secteur privé, est ferme. Et ça, c'est une clé également, parce que sans le secteur privé, il n'y aura jamais le développement que l'on entend. Le troisième message que je retiens, c'est il fait référence à la notion de partenariat gagnant-gagnant. Bien entendu, pour nous, secteur public, gagnant-gagnant, c'est aussi de l'argent qui entre dans les caisses de l'État. Mais il y a une autre idée qui a été développée par le secteur privé dont je sais qu'elle tient, le chef de l'État y tient particulièrement, c'est que nous devons, dans cette mise en valeur de notre pays, nous devons tout faire pour que le partenariat que nous voulons avec le capital étranger contribue d'une manière ou d'une autre, de manière saine et constructive, à créer des champions congolais qui naissent et qui grandissent. Et ça, c'est un élément clé. C'est à travers cette action-là, à travers la constitution d'un capital congolais solide, qu'on aura ce véritable partenariat gagnant-gagnant. Parce que plus on a des Congolais qui ont des intérêts à long terme à préserver dans leur pays, plus on a des chances de renforcer la stabilité politique du pays et améliorer durablement le bien-être. Merci. Nous allons bientôt chuter, donc c'est le moment où on va laisser le micro au président
président de la République pour qu'il nous dise un mot pour vous encourager davantage à venir au Congo. Merci pour investir. Bien. Mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. Et encore une fois, toutes mes excuses pour le démarrage tardif de cette réunion. Je crois que les interlocuteurs qui m'ont précédé, enfin ceux qui ont parlé avant moi, j'allais dire, à commencer par le DG de la nature, Anthony Kidjo, ont été suffisamment explicites, je dirais même incroyablement séduisants. Et après de telles interventions, si vous n'êtes toujours pas attiré par le Congo, alors ça veut dire que vous n'avez rien à faire dans cette salle. Donc je n'ai absolument plus à reparler de cette bénédiction que nous avons, nous Congolais, à devoir vivre dans ce pays, à être les propriétaires de ce pays. Mais en même temps, je ne sais pas, je n'aime pas le terme malédiction, mais je dirais plutôt une sorte de malchance de ne pas avoir eu à développer ce pays depuis tout ce temps. Et cela m'inspire même une déclaration qu'avait faite Madame Sirleaf, parlant de son pays de Libéria. Elle disait que le Libéria n'est pas un pays pauvre, mais seulement il a été pauvrement dirigé. Et je crois que malheureusement, nous sommes dans le même cas. Et c'est pour ne plus pauvrement diriger la République démocratique du Congo que je suis ici, que je vais être partout où les fils et les filles de ce pays vont le représenter avec des initiatives qui peuvent booster son économie, qui peuvent le pousser à se développer, que partout je serai là pour l'encourager, pour les encourager. Et quant à vous, investisseurs étrangers, je mettrai tout ce qui est en œuvre, qui est possible, à votre disposition pour vous inciter à venir. Je sais que la première des choses qui vous fait peur, ou qu'on entend dire de la RDC, c'est le problème de sécurité. Croyez-moi, c'est vraiment un de mes objectifs premiers. Depuis la campagne électorale que nous avons tous faite, un des thèmes de celle-ci, pour moi, était la sécurité, la paix et la sécurité. Aujourd'hui, l'Est du Congo et le Grand Nord sont en proie à beaucoup d'instabilité due au fait des groupes armés qui pullulent dans le coin, groupes armés tant locaux qu'étrangers. Et je sais que le signal envoyé par ces perturbations, ces violences inacceptables, incroyables, cruelles, c'est un signal qui est vraiment, qui fait peur, qui décourage toute initiative louable d'investissement. Donc nous allons vraiment aller dans le sens de lutter contre ça. C'était aussi la raison de ma présence ici. Les autorités américaines que j'ai rencontrées le savent. Et je peux dire que les réponses que j'ai reçues à ce sujet-là ont été plus que satisfaisantes. Et je pense que dans les mois qui viennent, les violences actuellement visibles à l'Est seront totalement éradiquées, parce que nous allons venir à l'Est. Ensuite, évidemment, ce qui doit vous attirer, ce sont les conditions dans lesquelles vous allez devoir évoluer dans notre pays, surtout dans vos contacts, dans vos relations avec l'administration.
le Congo est connu aussi pour avoir du retard dans ce domaine-là. Tout est en train d'être fait pour améliorer ces conditions, à renforcer et fortifier notre administration, la moderniser surtout. Et vous avez suivi la démonstration d'Anthony Kindo qui vous a parlé de la digitalisation de l'économie, de l'administration, etc., pour évidemment rassurer les uns les autres, pouvoir vous donner l'information qu'il faut et vous rassurer sur vos investissements. Dans l'administration, il y a la justice. La justice, c'est la garantie, c'est la protection des investissements. Et donc, de ce côté-là aussi, un effort est en train d'être fait pour que tout aille de l'avant. Je pense que lorsque nous allons avoir le gouvernement, et c'est une question de quelques semaines maintenant, il y aura beaucoup plus de visibilité et beaucoup plus d'interlocuteurs par rapport à la politique que nous allons impulser, parce qu'elle sera visible. Et l'innovation ici sera que dans toutes nos ambassades, cette politique sera vulgarisée. Dans toutes nos ambassades dans le monde, vous pourrez avoir des réponses sur les questions que vous vous poserez sur la politique économique de notre pays. Donc, une vaste campagne de mobilisation, de sensibilisation sera menée pour attirer des investisseurs qui sont intéressés par une aventure, mais une aventure agréable en République démocratique du Congo. Ce sera votre pays parce que notre peuple est connu pour son hospitalité. Et cette hospitalité lui a d'ailleurs joué beaucoup de tours dans son histoire. Et cette fois-ci, c'est par l'instauration d'un état de droit que nous allons assurer aux uns et aux autres leurs droits, leur protection et leur liberté. Nous allons mettre fin à toute cette gabegie, à toute cette corruption qui ont ruiné d'une part notre économie et d'autre part découragé les investisseurs sérieux. On a vu certes des gens venir chez nous, mais la plupart, sans vouloir les mettre tous dans un même sac, la plupart sont rentrés dans le jeu qu'ils ont trouvé sur place, de dessous de table, de corruption, d'achat de conscience, d'achat de décisions de justice, etc. Et ça, nous ne voulons plus le voir dans notre pays. Pour envoyer un signal clair de bonne gouvernance, un signal clair de stabilité, de sérieux, il faut évidemment mettre fin à ces antivaleurs. Et c'est le rôle de l'État que je représente, de cette administration que je veux beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus proche du citoyen que je vais devoir jouer. Et donc, pour terminer, je dirais à tous et à toutes ici, aux Congolais comme aux étrangers, que ce que je cherche dans ce genre d'initiative, c'est de rapprocher l'entrepreneuriat congolais avec les expériences des autres entrepreneurs du monde. Nous en avons besoin dans notre pays, qui a longtemps été frustré. L'entrepreneur dans notre pays a souvent été considéré comme une sorte de vache à lait des politiques. On le traquait lorsqu'il ne faisait pas allégeance et on le décourageait lorsqu'il voulait son indépendance. Et ça, on ne doit plus le voir. Les entrepreneurs congolais doivent désormais, partout où j'irai, dans le sens de contact avec d'autres pays, doivent désormais m'accompagner et nous serons toujours ensemble, j'allais dire, pour mener à bien ces échanges avec les autres. Donc, chers compatriotes, la prochaine étape, ce sera l'Europe.
puis ensuite l'Asie. En Asie, je sais qu'en août, nous avons, il y a la conférence Japon-Afrique. Les Japonais se lancent aussi dans l'aventure avec l'Afrique. Donc tenez-vous bien, nous dirons. Les dames, les grandes dames, là dont je suis fier, je vous amènerai à nouveau. Pardon pour vos époux et vos enfants, mais le Congo a besoin de vous. Donc, et je suis très fier de vous. Franchement, j'ai reçu Sandrine hier, je connais les deux, Thérèse et Sylvie. Oui, parce que l'un petit nom là, je cherchais Sylvie. Je les avais déjà vus, j'ai vu Sandrine hier, on a un peu échangé aussi. Vraiment, je suis fier de ce que vous faites et je serai là, toujours là, pour vous encourager. Encourager le fait qu'il y en ait encore d'autres de nos femmes pour prouver qu'il y a du répondant au Congo. Il y a beaucoup de très très belles choses au Congo et ce sera le rôle qui sera le mien, de promouvoir ce côté positif et de mettre fin à toutes ces images négatives de famine, de pauvreté. Parce que la pauvreté, en réalité, ne devrait pas exister en République démocratique du Congo. C'est un fléau qui nous est tombé